Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Venir parler de cette question qui nous occupe, Mathieu Tardy et moi-même, depuis de nombreuses années, mais qui occupe l'agenda politique aujourd'hui de manière assez importante et croissante. Vous nous avez invités pour parler de l'efficacité des mécanismes européens pour prendre en charge les flux exceptionnels. Alors évidemment, je ne reviendrai pas sur ce que Mathieu Tardy a dit. Effectivement, nous sommes face à des flux exceptionnels. Et je me permettrai de reprendre et de peut-être prolonger un petit peu ce que Mathieu a dit en préliminaire de sa présentation, c'est-à-dire qu'effectivement, nous sommes face à une crise de l'action de l'Union européenne. Et finalement, cette crise de l'action de l'Union européenne met en lumière en fait notre responsabilité collective. Responsabilité collective de l'ensemble des États membres de l'Union européenne, qui en réalité ont refusé de prévoir ce que tout le monde annonçait, de prévoir l'arrivée en nombre extrêmement important de milliers, dizaines, centaines de milliers de personnes sur le territoire de l'Union européenne. Les États membres ont collectivement refusé de prendre en considération tous les rapports qui ont été présentés. Il ne s'agissait pas de lire simplement les rapports d'un certain nombre d'organisations non gouvernementales ou d'organisations qui travaillent dans le domaine des droits des étrangers ou des droits de l'homme, mais il s'agissait simplement de regarder les rapports de Frontex, qui indiquaient de manière extrêmement claire l'ensemble des phénomènes qui allaient se présenter. Et j'irai même plus loin en disant qu'il ne s'agissait même pas de lire la totalité des rapports Frontex, il s'agissait simplement de lire les résumés, pour voir par exemple qu'une route des Balkans était en train de s'ouvrir, pour voir par exemple qu'en Égypte, au troisième trimestre 2014, le rapport Frontex disait très clairement, parmi les 140 000 réfugiés syriens en Égypte, nombreux sont ceux qui ont déjà pris la route vers le nord en raison des conditions de vie dans lesquelles ils étaient. Tout était écrit. Tout le monde savait qu'il y avait plusieurs millions de personnes déplacées en Syrie, à l'extérieur de la Syrie. Tout le monde savait, le commissariat des réfugiés aux Nations Unies n'en faisait pas mystère. 4 millions de Syriens répartis dans les 5 pays limitrophes. Liban, Jordanie, Turquie, Égypte, Irak. Situation à ce point particulière que des ressortissants syriens vont chercher refuge dans un pays qui est lui-même producteur de réfugiés. Tout le monde savait. Tout le monde savait que le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, le Programme alimentaire mondial, demandait à ce que les promesses de dons soient effectivement mises en œuvre pour que ces agences-là puissent venir en aide au quotidien, sur le terrain, aux personnes qui avaient fui. Et ces agences disaient clairement aux États, si vous ne nous aidez pas, les gens ne vont pas rester là où ils sont. Et malgré ça, personne n'a voulu voir ceci. Pour des raisons relativement simples et que je qualifierais d'assez malheureuses, c'est que pour les États membres de l'Union européenne, la question migratoire n'est pas une question commune. Elle demeure une question nationale qui est lue au travers d'un agenda politique national. Donc, dans un contexte où un renversement extraordinairement important est en train de se jouer aux portes immédiates de l'Union européenne, dans un contexte où les mouvements transfrontaliers, par définition, sont des mouvements qui intéressent plusieurs États, et dans le cas de l'Union européenne, quand on crée un espace commun, tous les États membres de l'Union européenne, on a refusé de prévoir. Et donc on a attendu, avec un certain cynisme de la part de certaines administrations, que la situation perdure, ou à tout le moins que les personnes restent de l'autre côté de la Méditerranée. Au moment où on a vu quelques pieds, quelques familles, quelques hommes, quelques femmes, quelques enfants arriver en nombre important sur les territoires de l'Union européenne, on s'est dit, mais finalement, ça va continuer. Et à partir du second semestre 2015, la situation est devenue extrêmement importante et l'Allemagne a été le premier État membre à signifier le changement de la donne, en disant nous allons voir arriver sur notre territoire quelques 800 000 demandeurs d'asile en 2015. Et à partir de là, de simplifier un petit peu les choses, mais ça a été d'une certaine manière un peu la panique. Parce qu'à défaut de prévoir, c'est-à-dire à défaut de déterminer la situation dans laquelle on est et d'essayer d'identifier les réponses politiques à apporter, nous nous sommes retrouvés dans une situation d'urgence et de réaction. Et comment est-ce qu'on réagit à une situation d'urgence avec des mesures qui sont prises dans l'urgence?
Et c'est peut-être de cela dont je voudrais discuter maintenant avec vous, c'est d'essayer de voir quelles ont été les mesures qui ont été prises à cette occasion-là, et est-ce que ces mesures, en réalité, sont efficaces ou non. Et je crois qu'il faut distinguer 3 étapes, ou à tout le moins 3 éléments différents. Le premier qui relève de la réaction, de l'action urgente, et qui relève en réalité de la mise en place d'éléments d'action opérationnelle. Le deuxième temps, c'est celui qui relève de la dimension législative. Que faut-il changer dans notre système pour qu'il fonctionne mieux et pour qu'il soit adapté à la situation? Et le troisième temps, je terminerai avec ça, c'est l'aspect stratégique. Aspect opérationnel, tout le monde en est relativement conscient. Il relève de l'ensemble des décisions qui ont été prises, parfois à la hâte, parfois en situation de tension ou en créant des tensions entre les États membres de l'Union européenne, qui sont les hotspots, la relocalisation, les plans d'action avec la Turquie, avec les Balkans occidentaux, les engagements financiers. Où en est-on aujourd'hui? On sait bien que les hotspots ne fonctionnent pas très bien. Sur les 11 prévus, 6 en Italie, 5 en Grèce, 3 sont opérationnels aujourd'hui. On espère bien que demain, ils soient un petit peu plus nombreux. La relocalisation, 885 personnes ont été relocalisées aujourd'hui sur les 160 000. On voit bien que ça ne fonctionne pas suffisamment bien. Les engagements financiers, au-delà de l'engagement financier avec la Turquie, dont on parlera peut-être ultérieurement, il faut se rendre compte que le fonds financier pour la Syrie et le fonds financier pour l'Afrique, 2 fonds financiers qui devaient être abondés à parts égales entre l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne. L'Union européenne a fait sa part, les États membres de l'Union européenne sont toujours en retard de financement. L'exemple relativement simple est le fonds Afrique, qui doit permettre au développement des États africains qui sont le plus confrontés avec des situations de migration forcée. L'objectif étant d'avoir un fonds doté de 3,6 milliards d'euros. L'Union européenne a affecté 1,8 milliard d'euros à ce fonds, c'est-à-dire 50% de son total. Les États membres de l'Union européenne, à ce jour, n'ont affecté que 81 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a un différentiel de 1,7 milliard d'euros. La même chose, avec des chiffres différents, est applicable au fonds pour la Syrie. En réalité, on se rend compte que la mise en œuvre d'un ensemble de décisions qui ont été prises en 2015 peine. Et on a du mal aujourd'hui à arriver à les mettre en place. Alors pendant ce temps-là, il ne faut pas méconnaître qu'un ensemble d'acteurs nationaux et européens essaient de trouver des solutions, et notamment la Commission européenne qui, ces derniers mois, a quand même produit beaucoup de communication, beaucoup de recommandations, parce que la recommandation est finalement cet instrument qui permet de recommander rapidement aux États membres d'agir. Alors je liste les recommandations sur la réinstallation des réfugiés à l'extérieur de l'Union européenne, au nombre de 20 000. Je liste la recommandation sur le retour du 9 septembre 2015. La recommandation visant à attribuer une admission humanitaire aux réfugiés en Turquie, dont le nombre devait être de 80 000. Et ensuite, des recommandations qui sont adressées à la Grèce pour que la Grèce remette en ordre son système d'asile pour qu'on puisse recommencer à renvoyer des demandeurs d'asile en Grèce sous la procédure Dublin. Donc on est dans une situation où l'urgence a commandé l'adoption de décisions et ces décisions peinent à être mises en œuvre. Ça, c'est le premier temps du raisonnement. Le deuxième temps de raisonnement, c'est celui qui relève de l'ensemble des dispositifs qui ont été adoptés en vue d'adapter la situation, d'adapter le droit actuel à la situation que nous rencontrons. Et là, je crois qu'il faut prendre en considération 2 éléments au moins. Le premier qui est l'élément de temps. Le travail législatif, et vous le savez bien dans cette institution, est un travail qui requiert du temps. Donc l'ensemble des propositions qui ont été présentées par la Commission européenne suite à la crise des réfugiés prendront du temps. Ça, c'est mon avis. Quand bien même la Commission européenne demande aux États membres d'agir beaucoup plus vite. Deuxième élément, et qui est lié, ce temps sera déterminé par la capacité ou non des différents acteurs européens à s'entendre sur ces textes. Et je prendrai l'exemple de 2 textes seulement. Le premier, qui est la liste des pays d'origine sûrs. La Commission européenne a cru bon, si je puis m'exprimer ainsi, de proposer une liste de pays d'origine sûrs,
dans laquelle figurent les Balkans occidentaux, ce qui était quasiment admis par la totalité des États membres, qui était notamment manifesté dans des conclusions du Conseil de justice et affaires intérieures, mais d'y ajouter aussi la Turquie. Comment est-ce que les institutions de l'Union européenne vont-elles s'entendre pour faire figurer la Turquie sur la liste des pays d'origine sûrs? Sachant que le Conseil des ministres ne voudra pas créer un incident diplomatique, il reviendra au Parlement européen de savoir comment est-ce qu'on accepte ou pas de mettre la Turquie sur la liste des pays d'origine sûrs. Et il va falloir démontrer effectivement que la Turquie est un pays d'origine sûre. Je vous donnerai un exemple relativement simple à comprendre. Le Conseil d'État belge, je crois, a annulé la décision d'inscrire l'Albanie sur la liste des pays d'origine sûrs au motif que 12% des demandes d'asile de ressortissants albanais recevaient une réponse positive. La juridiction belge ayant considéré qu'effectivement le nombre était trop élevé pour considérer que ce pays soit un pays d'origine sûre. Lorsque vous regardez les chiffres, le nombre de réponses positives aux demandes d'asile introduites par des ressortissants turcs est de l'ordre de 23%. Pensez-vous qu'une juridiction nationale considérera aujourd'hui que la Turquie est un pays d'origine sûre? Ça, c'est une vraie question. Deuxième élément, le fameux corps européen de garde-frontières, de garde-côtes européen. Il est très intéressant de se rendre compte que la Commission européenne aujourd'hui a une attitude extrêmement urgentiste, entre guillemets, sur ce dispositif-là. La Commission européenne, dans son dernier document publié il y a quelques jours, indique que le fameux corps de garde-côtes et de garde-frontières européen, il y a quelques mois, elle disait qu'il faudra que, sous présidence néerlandaise, les États arrivent à un accord politique pour lancer la discussion avec le Parlement européen, puisque c'est un texte qui est adopté en codécision. Dernier document en date dit que ce n'est pas forcément l'accord politique qui sera atteint en juin 2016, mais le texte dans sa totalité. C'est-à-dire l'accord en codécision entre le Parlement européen et le Conseil de l'Union européenne, et en vue que ce fameux corps soit opérationnel dès l'été. Alors moi je me pose deux questions. Une question relativement simple. Je crois que le rapporteur du Parlement européen vient d'être nommé. Donc je ne sais pas dans quelle mesure il va être possible de lancer les trilogues pour arriver à l'adoption finale d'un texte au mois de juin, fin juin. Et quand bien même nous y arriverions, je m'inquiète beaucoup pour la qualité législative de ce texte. En réalité, ce que démontre la crise aussi, c'est une activation et une accélération de l'ensemble des travaux. La décision relocalisation, la numéro 2, celle qui portait sur 120 000 demandeurs d'asile arrivés en Italie et en Grèce, a été adoptée en 10 jours. Il semblerait que, selon la Commission européenne, le nouveau dispositif permettant d'établir un corps de garde et un corps de garde-côte européen puisse être adopté en 6 mois. C'est un document qui contient, de mémoire, 90 articles. Il me semblait aussi que lorsque le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, a pris ses fonctions, il a nommé un vice-président à la meilleure législation. Je ne suis pas tout à fait certain qu'aujourd'hui, nous arrivions dans des délais aussi réduits, avec des questions aussi importantes, qui touchent non seulement aux personnes, mais aussi aux souverainetés des États, que nous arrivions à un accord. Et si nous arrivons à un accord, je doute de la qualité du résultat. Et ceci, je dirais d'une certaine manière, m'inquiète. M'inquiète parce que je reviendrai toujours à cette question qui est de dire comment est-ce que, face à ce qu'on qualifie aujourd'hui de crise humanitaire ou de crise des réfugiés la plus importante depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, comment est-ce qu'on n'a pas pu préparer ? Comment est-ce que les États membres de l'Union européenne n'ont pas pu imaginer à un moment ou à un autre que des centaines de milliers de personnes allaient arriver sur leur territoire en quête de protection internationale et que les États membres de l'Union européenne, au regard de leurs obligations internationales et du droit de l'Union européenne, étaient tenus d'accorder la protection, à tout le moins d'examiner les demandes. À défaut de prévoir, on réagit et on réagit vite et je ne suis pas sûr qu'on réagisse bien. Je terminerai sur l'aspect stratégique. Le défaut de prévision n'est pas une nouveauté au niveau de l'Union européenne.
Il suffit pour s'en convaincre de lire un ensemble de documents, pas forcément très anciens. L'article 68 du traité attribue au Conseil européen la mission d'adopter les orientations stratégiques dans le domaine de l'espace de liberté, de sécurité et de justice. Autrement dit, au-delà des aspects pénals, de définir les orientations stratégiques pour la politique d'immigration, d'asile et d'une certaine manière d'intégration. Nous étions, dans le cadre de nos travaux au European Policy Center, au mois de janvier 2014, nous présentions un ensemble de documents en disant aux chefs d'État et de gouvernement, vous allez avoir la charge de définir les orientations, essayez de savoir ce dont vous allez parler. Essayez de considérer que la question migratoire et la question de la mobilité humaine est très certainement une des questions les plus importantes qui occupera l'agenda politique, pas seulement dans les 5 prochaines années, mais dans les 10, 15, 20 ou 25 prochaines années. Essayez de proposer des orientations stratégiques. Le Conseil européen, qui ne nous est pas écouté, ça c'est pas forcément un problème, mais le Conseil européen a présenté des orientations stratégiques au mois de juin 2014 qui ne font que répéter ce que tout le monde se plaisait à dire de manière générale. Il faut évaluer ou essayer de prévoir à 5 ans et on va essayer d'améliorer ce qui existe déjà et d'appliquer ce qui a déjà été adopté. Mais aucune vision stratégique. Et pire encore, les orientations stratégiques du Conseil européen de juin 2014 ne mentionnent pas une fois la crise syrienne, ne mentionnent pas une fois ce qui va constituer un des renversements les plus importants de l'Union européenne au cours de ces dernières décennies, ne mentionnent pas un des phénomènes qui va aujourd'hui mettre à l'épreuve le modèle d'intégration européenne. C'est dire d'une certaine manière la cécité de nos dirigeants vis-à-vis de la situation, en amont. En aval, et je fais référence aux déclarations qui ont été présentées hier à l'issue de la réunion Union européenne-Turquie, au-delà du fond dont je pense que nous aurons l'occasion de discuter, et j'en terminerai par là, je suis extrêmement déçu, est un terme, je dirais, très modéré. Lorsque vous lisez la déclaration, est-on véritablement conscient que nous parlons des mêmes choses? Est-on véritablement conscient que ce qui se joue aujourd'hui relève de la vie de personnes qui fuient des persécutions, de la vie de personnes qui fuient la guerre, de familles qui sont bloquées à Idomeni, de parcours migratoires extrêmement violents, de violences, de trafic, de viols, d'abus? À aucun moment, les déclarations des chefs d'État ou de gouvernement d'hier ne mentionnent le fait que ce dont il est question aujourd'hui, c'est de savoir comment nous gérons une crise humanitaire qui touche des personnes et dont nous devons, nous, sur la base de nos valeurs, assurer la protection. La seule mention qui est faite est de dire qu'il faut apporter une réponse immédiate et efficace à la situation humanitaire très difficile. Il est évident que la situation humanitaire est très difficile. Elle est plus que difficile. Elle est insupportable, elle est insoutenable. Mais ça, visiblement, dans leur logique administrative et comptable, nos dirigeants l'ont oublié. Merci, messieurs.